collecte, l'analyse et la vente des données personnelles est le cœur du réacteur des géants de la Silicon Valley. L'actualité vient nous le rappeler à l'heure où Facebook et Google se sont encore fait pirater les données de leurs utilisateurs. Alors peut-on croire Tim Cook lorsqu'il affirme que le respect de la vie privée est un pivot de la liberté ? Comment se protéger ? Débat en compagnie de Quant, le moteur de recherche français qui respecte votre vie privée. Vous regardez Refait Mac alias RLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Tristan, bonjour à tous. Oh, tu parlais de Tristan à l'instant en plateau également. Tristan Nito du moteur de recherche Quant. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Heureux de te revoir. C'est pas la première fois que tu participes à l'émission. Tu nous présentes un petit peu Quant en quelques mots ? Eh ben, Quant, c'est un moteur de recherche. Moteur de France ? Et qui se trouve être en France et donc en Europe. Ouais. Et qui a cette particularité, c'est qu'il ne piste pas ses utilisateurs. Bon, on en parlera plus en détail. On a prévu un long chapitre pour vous présenter Quant en duplex. Depuis Lausanne et la rédaction de Mac Forever, Didier Policani. Bonjour Didier. Salut Olivier, alors moi j'utilise Lycos. Voilà. Non. Tu es fidèle. Comme un Et c'est français, monsieur. Jean-Pierre. Elle est en fin de retour, une historique de cette émission. Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Ça va bien. Les données personnelles est un sujet qui te passionne. Oh bah oui. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir, donc je vous demanderai d'être vraiment le plus concis dans vos réponses. Enfin, notre community manager, Alexandre Masméjean. Bonjour Alex. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Allez, on enchaîne tout de suite avec toi, Alex, et le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine avec Alex. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 67%, 2 tiers des personnes qui seraient prêtes à remplacer Google par Quant, l'alternative française au moteur de recherche qui ne trace pas les utilisateurs. On sait qu'ils se méfient souvent des GAFA et des grandes entreprises américaines et asiatiques. Et donc, voilà, c'est prouvé, 2 tiers. Bon, 2 tiers, plutôt satisfait de ce premier C'est une sondage ? super nouvelle, il n'y a plus qu'un tiers à convaincre. Oui, il y a encore du chemin, mais ce n'est qu'un échantillon des gens qui nous regardent. Alors, petit rappel quand même des faits cette semaine, messieurs. Facebook et Google se sont encore fait pirater les données de près de 50 millions d'utilisateurs pour le réseau social et 500 000 pour le moteur de recherche avec Google+, et ce, quelques mois seulement après le scandale Cambridge Analytica, souvenez-vous, en avril dernier, qui avait conduit au détournement, cette fois-ci, de données personnelles de 87 millions d'utilisateurs, ce qui a soulevé beaucoup de critiques, bien sûr, en Europe notamment, et aux États-Unis, celle de Tim Cook, qui réaffirme plus que jamais qu'Apple n'exploite pas les données des utilisateurs. Nous y reviendrons. Alors, les données personnelles, sont le cœur du réacteur de Google et Facebook, on l'a dit. Alors, comment ça marche concrètement, la collecte de données, Stéphane ? C'est pas seulement Google et Facebook, mais on peut rajouter oui, parce qu'ils font le cœur de l'actualité. Amazon, j'en passe, tous les GAFA. Et Apple aussi. On peut inclure Apple, Amazon, Uber, tous ceux qui ont fait beaucoup de business ces derniers temps chez nous et dans le monde entier. Non, mais le fait, les données, c'est quelque chose qui paraît anodin. Ce sont nos login passwords, bien évidemment, mais ça, c'est quelque chose. Mais après, c'est tous nos actes, nos déplacements, nos clics, nos achats, nos appels téléphoniques, tout est... la géolocalisation. Nos déplacements. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout est potentiellement intéressant. Il les garde, il les stocke, et peut-être qu'un jour, eux ou d'autres en profiteront. Là, pour Cambridge Analytica, ils ont profité donc d'une application qui s'appelait This is Your Digital Life, qui était une sorte de quiz comme on peut trouver quelquefois sur Facebook, et ça donnait accès. Et en gros, si on peut donner un exemple, avec Cambridge Analytica, on pouvait, de mémoire, je ne sais plus si c'était 120 ou 150, plutôt 150 likes que tu aurais fait sur Facebook, et ben, Cambridge Analytica te connaissait mieux que tes parents. Et au bout de 300 likes, Cambridge Analytica te connaissait mieux que ta compagne. Mais au-delà de la parfaite connaissance de l'utilisateur et donc de son profil, c'est que ces données sont personnelles, elles sont revendues quand monnaie sonnante et trébuchante. Elles ne sont pas forcément revendues. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne les revendent pas. En fait, chez Facebook, ils les échangent. Donc, ils les échangent contre des services, contre des développeurs qui développent des applications. Et donc, ça donne de la valeur à Facebook. Chez Google, non plus, normalement, ils ne les revendent pas. Du moins, c'est ce qu'ils disent. On n'est jamais vraiment sûr, parce que c'est une boîte noire, mais j'ai plutôt tendance à les croire sur cet aspect des choses. Mais ils les monétisent. En fait, nous, on a l'impression qu'on est les clients de Google et de Facebook. C'est pas vrai. Les vrais clients de Google et de Facebook, c'est les annonceurs publicitaires. Donc, c'est des gens qui veulent savoir qui y touche.
Il faut comprendre, en fait. Pour comprendre, il faut comprendre le business model. Si on veut comprendre pourquoi ils collectent les données, il faut comprendre le business model. Les vrais clients, c'est les annonceurs. Et nous, on est un peu comme le bétail. Il y a un problème qui vraiment m'agace beaucoup, c'est qu'on considère qu'on est les clients de Google et de Facebook, alors qu'on sait bien, prenons une métaphore, celle d'une vache dans un champ. La vache, elle est contente parce qu'elle est nourrie gratuitement, elle est logée gratuitement par le fermier, mais on a tous à peu près compris, sauf si on a moins de 4 ans, que la vache n'est pas cliente du fermier. D'ailleurs, elle donne son lait, elle donne son veau, et à la fin, elle donne sa peau, ses os et sa viande. Donc, les intérêts de la vache et du fermier sont relativement alignés, surtout au début. Et après, ça finit mal. Donc, on peut dire qu'on va à l'abattoir, quoi. On ne va pas à l'abattoir. Dieu merci, chez Google et Facebook, ça tombe mal parce que, bon, avec 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, ça ferait quand même un sacré bain de sang. Ouais. Néanmoins, il faut comprendre qu'on est juste là pour être exploité et ils soutirent nos données personnelles comme le fermier soutire le lait de la vache. Et le vrai client, c'est l'annonceur publicitaire. Ça, c'est l'essentiel pour comprendre la démarche. On a bien compris que sur Internet, si on a coutume de dire que si le service est gratuit, c'est vous le produit. On a bien compris avec Facebook et Google, c'est leur mantra. C'est pour cette raison-là que Quant a été créé en France notamment ? En fait, si tu veux, c'est que Quant est créé parce qu'on pense que le business model de Facebook et de Google n'est pas un business model viable. On le voit, tu l'as dit, Cambridge Analytica, les pertes de données, etc. On dit souvent que la data, c'est le pétrole du 21e siècle. Et en fait, on se rend compte avec les scandales qui se succèdent jour après jour que finalement, les data, c'est plutôt de la matière radioactive. Et de temps en temps, plus t'en as, plus c'est des emmerdes. À l'inverse, et on le voit, mais on en reparlera, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, ces données sont aussi utilisées à des vues de l'intelligence artificielle pour rendre service, apporter une valeur ajoutée. Et ce n'est pas forcément une chose qui est collectée essentiellement pour connaître ton profil et pouvoir le commercialiser. C'est aussi une démarche aussi vertueuse de ce côté-là. Mais on aura l'occasion d'y revenir sur cet aspect-là. On sait qu'Apple est assez en retard de ce côté-là. On parle donc du moteur de recherche français, le village gaulois, qui tente de résister à Google. Ça s'appelle Quant. Présentation dans ce prochain chapitre. Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Alors, info ou intox. Déjà, Quant en chiffre aujourd'hui, c'est présent. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Tristan. Présent dans 166 pays, c'est dur à dire. 5 ans déjà d'existence, 2 milliards de pages indexées. Vos clients, déjà, vous êtes installés par défaut sur tous les ordinateurs, c'est tout récent, du ministère de la Défense. Quelques grandes entreprises comme notamment la France Télévisions, des régions qui ont adhéré à Quant, comme la région Normandie, des villes comme la ville d'Issy-les-Moulineaux. 14 académies de l'éducation nationale via le projet Quant Junior, on en parlera. Et en gros, une croissance de 20% en moyenne par mois, je ne dis pas de bêtises. Alors après, les 20%, il faut les négocier. Mais non, c'est bien, c'est une forte croissance. Alors, comment ça marche ? Comment peut-on aujourd'hui proposer un moteur de recherche sans ciblage, à l'instar d'un Google ? Alors, c'est simple. Nous, on indexe nous-mêmes le web. On stocke ça dans des bases de données, on l'analyse avec nos algorithmes et ça permet de faire ressortir les pages qui sont les plus intéressantes en fonction des mots-clés. Après, on met des serveurs face aux utilisateurs où ils peuvent poser des questions et on cherche dans l'index et on leur donne la réponse. Le problème, c'est celui du business model. C'est déjà pas simple de faire un moteur de recherche, mais en plus, il faut le financer. Tout ça parce qu'évidemment, ça coûte très cher en serveurs et en bande passante. On parle de centaines de serveurs et des bandes passantes absolument incroyables. On indexe des milliards de pages. Donc ça coûte. Et puis, il faut aussi payer les ingénieurs qui font ces algorithmes. Donc le business model de Quant, il y a de la publicité, mais elle n'est pas ciblée au sens d'un Google et un Facebook. Quand on envoie la publicité, on ne sait pas à qui on l'envoie. On ne sait pas si tu es corse ou tu es auvergnat, un homme ou une femme. Mais par contre... Elle n'est pas contextualisée, c'est ça que tu veux dire ? Elle est en fonction du contexte de ton mot-clé. C'est-à-dire si tu cherches vélo, on va t'afficher de la publicité peut-être pour des marques comme Decathlon ou autres, parce que tu t'intéresses au vélo. Et ça, on le sait, tu l'as dit volontairement. Oui. Mais... on ne sait pas qui tu es en tant qu'individu et finalement ça fait une publicité qui fonctionne bien. Tu t'intéresses au vélo, on t'envoie une pub sur le vélo et tu cliques ou tu cliques pas dessus. Ça c'est le premier business model. Le deuxième c'est l'apport d'affaires, l'affiliation. Quand tu fais une recherche par exemple dans Quant et tu fais télé 4K, on détecte que tu as probablement une intention d'achat derrière et tu as les résultats et à côté tu as une boîte qui te montre des opportunités de business si tu veux acheter en promotion une télé 4K. Et si tu cliques, là, Quant gagne de l'argent. Et on n'a pas besoin de savoir qui tu es
pour pouvoir envoyer le clic au marchand et toucher l'argent. Concrètement, ça veut dire pas de cookies, pas d'adresse IP Hachette Salted. Comment tu peux traduire ça en fait, donc effectivement, pas d'historique de recherche, pas de navigation sécurisée. On ne sait pas qui tu es parce que ton adresse IP, elle est cachée, hachée, salée, voilà. Pour pas pouvoir refaire le voyage dans l'autre sens et déterminer qui tu es. Ouais. Donc on a des méthodes de chiffrement pour éviter ça de notre adresse IP. Ça a été audité et validé pour être sûr que c'est du solide. On ne met pas de cookies, c'est pour ça que tu n'as pas de bannière. Quand tu vas sur la Quant.com la première fois, tu n'as pas la bannière accepter nos cookies, etc. On ne t'en met pas. Donc, comme ça, on te piste pas. Et puis, voilà, ça marche. Didier, peut-être Fanny, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui se veut vertueuse de Quant par rapport aux géants du web ? Moi, j'ai 2 points. Le premier, c'est effectivement ton exemple de vélo. Donc, imagine, tu cherches des vélos, puis tu es en vacances à l'île de Ré, et Google va avoir tendance, enfin, je connais pas les algos précisément, mais il aura tendance donc à te donner des enseignes de vélos près de l'île de Ré. Et géolocalisation, bien sûr. Voilà, va pas te géolocaliser, donc il te donnera pas cette info. En fait, ma question, c'est comment est-ce que tu sais que les gens ne veulent pas, quelque part, être un petit peu pistés, même si c'est schizophrène, s'ils te disent qu'ils veulent pas, mais ça finalement, du service. Voilà, est-ce que derrière, on est vraiment sûr que les gens veulent pas être pistés pour les bonnes raisons ? Et ma deuxième question, c'est, tu dis que tu fais ton business model sur, effectivement, en redirigeant donc avec de l'affiliation, donc vers des boîtes qui, elles, potentiellement vont exploiter tes données. Et toi, tu fais du business là-dessus. Pour reprendre l'exemple de ton fermier, quelque part, ça te dérange pas. Finalement, tu vas pas regarder dans quel abattoir on va vendre ta viande. Donc, rediriger tes clients, finalement, sur ce genre de service. Voilà, c'est 2 questions un petit peu naïves. Je fais exprès aussi d'être un peu l'avocat du diable. Alors, si les gens y cliquent pour acheter, moi, je suis pas responsable du clic des gens. Ils cliquent s'ils veulent, s'ils ont envie. Sinon, ils cliquent pas. Et à eux de prendre leurs responsabilités. Mais en tout cas, jusqu'au moment où ils cliquent, leur vie privée est protégée par Quant. Après, si tu cherches Google dans Quant et qu'après tu vas utiliser Google, bah forcément tu vas être pisté. Si tu cherches Figaro dans Quant, tu vas sur le Figaro, tu vas voir, tu as des dizaines et des dizaines de trackers dans Figaro.fr. Donc nous, on protège ce qu'on peut protéger, qui est la vie privée des gens sur le site de Quant. Mais dès lors que tu cliques dans Quant, il y a de fortes chances que tu tombes sur un site qui te piste, parce que aujourd'hui, c'est la norme sur Internet. Fanny, peut-être une réaction ? Oui, moi, c'est plus de dire, c'est une grande discussion qu'on a avec Monsieur X très régulièrement, où moi, je dis, mais je m'en fous finalement d'être traqué, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'information ciblée par rapport à ce que je recherche. Et souvent, que ce soit Amazon, etc., je suis bien contente de ne plus recevoir des pubs pour les couches bébés, étant donné que mes filles ont 18 ans. Je confirme. Voilà. Donc, parce qu'à une époque, le traçage publicitaire n'était pas forcément intelligent. Et donc, ça peut être utilisé à bon escient, toutes ces datas. Et moi, je veux pas non plus être, j'ai pas de raison d'avoir besoin de me cacher. Je me dis, j'ai pas grand-chose à cacher sur ma vie, si ce n'est que, en effet, on peut voir, regarder des choses sans que tout le monde le sache. Mais Quant, je me dis que pour les professionnels, c'est vachement intéressant. Là, on a vu les annonces avec l'armée la semaine dernière, et je trouve que c'est pertinent parce qu'il y a vraiment des milieux où on doit pouvoir rechercher les choses sans être vu. Après, Monsieur et Madame Michu. Quand j'entends mes parents me dire « Oui, mais alors t'as vu, ils savent ça. » Oui, mais grosso modo, on s'en fout un peu. Ça va plutôt vous apporter des choses positives que négatives. Donc voilà, j'aime beaucoup Quant sur la démarche. Ça permet d'avoir une offre différenciante. Mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cacher ? Comment ? C'est plus la réflexion à mener derrière. C'est une très bonne remarque. En gros, Fanny résume le sentiment de beaucoup de gens qui ont posé des questions. On verra tout à l'heure avec Alex, tout à l'heure pour cette émission. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a rien à cacher. En fait, quand on fait quelque chose, c'est souvent innocent et on se dit qu'on n'a rien à cacher, qu'il n'y a pas de problème, que pour l'instant, cette donnée que je refile à tel ou tel GAFA, que ce soit Facebook ou Google, c'est pas très important. Et je comprends très bien ça. Mais seulement, il y a un certain nombre d'histoires horribles qui sont arrivées et on se rend compte que des trucs qui paraissaient complètement anodins peuvent être dramatiquement mauvais pour les individus.
Un exemple tout simple, quand Trump a été élu, eh bien, tu as des millions d'Américains qui se sont inscrits sur un site qui était pour faire une manifestation anti-Trump le 25 janvier suivant son élection. Le jour d'investiture. Et le jour de l'investiture, faire des contre-manifestations, et parce qu'ils étaient inquiets de la politique qu'avait annoncé le candidat Trump, qui prenait donc ses pouvoirs ce jour-là. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé ? Trump il est arrivé au pouvoir et il a demandé au Department of Justice, le ministère de la Justice américain, de saisir les données de ces sites web pour avoir la liste de tous les gens, toutes les adresses IP qui se sont connectés à ce site et en plus tous les gens qui se sont inscrits à ce site. Donc si tu veux, dans un instant, tu visites un site web, tu te dis « Ouais, Trump, c'est un con, je vais manifester contre lui ». Et l'instant d'après, tu te rends compte sur une liste d'opposants. Après, parce que tu as dit ça, mais c'est pas grave. Pardon ? Du coup, on va être bloqué sur YouTube et Facebook, mais vous rigolez pas, mais c'est vrai. Ah oui, parce que j'ai dit des gros mots ? Ça nous est déjà arrivé, mais vas-y, continue. Non, je vais pas te dire de... Non, c'est juste la monétisation qui est bloquée, donc ça nous va très bien. On monétise pas. Toutes mes excuses. Et donc, voilà le problème, si tu veux. C'est que tu penses que dans l'instant, c'est anodin, et l'instant d'après, tu es sur une blacklist avec le FBI aux fesses, ou en tout cas des menaces de la part de ton président démocratiquement élu. Ça, c'est un problème. Et regarde en Italie, le ministre de l'Intérieur, c'est pareil. Regarde ce qui se passe en Amérique du Sud, c'est pareil. Si tu veux, on se retrouve avec des fachos qui sont élus et qui ont... accès avec du pouvoir à des données qui te semblaient parfaitement anodines à l'instant où tu les as soumises, sachant qu'en plus tu réalises jamais à quel point tes données sont pistées. Moi, un jour, j'ai regardé Google Location History, mon Google Maps, il me pistait tous les jours pour aller voir si j'allais aux toilettes ou pas. Ah, mais on peut même savoir combien d'heures on reste aux toilettes et combien de temps tu dois être. Non, mais il le faisait. À partir du moment où tu as une carte bleue et un téléphone, on sait toute ta vie très facilement. On va le voir en détail, Fanny, dans un instant, parce que Stéphane nous a préparé une démo et sur la nécessité, ce sera le prochain chapitre de cette émission, d'une prise de conscience. C'est aussi ta démarche, ta venue aujourd'hui, de dire, bon, effectivement, sans tomber dans un scénario catastrophe, il est nécessaire de prendre conscience de la formidable au sens d'extraordinaire quantité de données aujourd'hui qui est fournie aux GAFA. Mais il n'empêche, le titre de ce chapitre, il est un peu provocateur, voire putaclic, à savoir info intox. Est-ce qu'on peut vraiment garantir la confidentialité de données et préserver la vie privée chez Quant? Est-ce que la promesse peut être tenue? Et tu sais que Quant est parfois décrié en raison de l'adoption des technologies de Microsoft à son lancement. Aujourd'hui, beaucoup d'index, beaucoup de recherches utilisent les technos de Microsoft et de Bing. Comment, d'un autre côté, tu peux bosser avec Microsoft et de l'autre, garantir cette confidentialité des données? Alors, c'est très simple. Au début de Quant, si tu veux, il faut, pour avoir un service qui tient la route, il faut commencer par indexer le web. Et le web, c'est des milliards de pages, c'est des dizaines ou des centaines de milliards de liens en tout. Et ça, à analyser, à crawler, comme on dit dans le jargon, à aller chercher, c'est extrêmement coûteux. Donc, dans un premier temps, Quant s'est adossé à Bing pour fournir des résultats. C'était il y a 5 ans, quand on a lancé le service. J'étais pas encore là. Et depuis, si tu veux, on a construit notre propre index, nos propres algorithmes, nos propres serveurs, et on est en train de migrer progressivement depuis 5 ans. Donc ça avance quotidiennement. Et aujourd'hui, l'essentiel des requêtes, elles sont fournies sur l'index de Quant. Et si jamais Quant n'a pas l'info, à ce moment-là, ça bascule sur une copie de l'index de Microsoft qui est sur nos serveurs. Donc, de toute façon, la data, elle vient de chez nous et elle n'est pas pistée par Microsoft. Ça veut dire que si demain, tu l'as dit, Trump, il y a quand même le Patriot Act aux États-Unis, demande à Microsoft des infos sur des utilisateurs Quant, ils peuvent pas. Absolument. Microsoft ne peut pas remonter jusqu'à eux. On achète de la donnée, on l'importe sur nos serveurs et tous les résultats proviennent de nos serveurs. Quels sont concrètement vos objectifs pour l'avenir? On voit que Google est parti du moteur de recherche et a déployé une série de briques. Cartographie, services de streaming audio et vidéo, jusqu'à les assistants vocaux et même la voiture connectée. Et puis il y a Quant aussi pour les enfants, qui est vraiment le dada de Quant aujourd'hui, mais on y reparlera. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire on part du moteur de recherche et proposer à terme un écosystème? Oui, absolument. On veut partir du moteur de recherche et offrir des solutions d'un écosystème, mais ça aussi, ça prend du temps et de l'argent pour le faire. Donc le search, c'est le plus important. Dans la recherche, il y a
plusieurs verticales. Je ne sais pas si tu parlais de Quant Junior pour les enfants. Ouais. Donc, c'est une version de Quant spécialisée pour les enfants. Quant musique, c'est sur la musique, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des verticales dans notre jargon. Et puis, il y a des services complémentaires. Donc, le prochain qui va sortir, si tout se passe bien, je touche du bois parce que sortir des offres en logiciel, c'est toujours compliqué. Eh bien, c'est Quant Maps. Donc, c'est une cartographie basée sur OpenStreetMap, qui est l'open data qui est faite par des bénévoles. Un peu, c'est le Wikipédia de la cartographie, si tu veux, sur lequel on base une offre commerciale là-dessus. Donc ça, c'est la prochaine sortie. Ensuite, un sujet dont on parle beaucoup, c'est Quant Mail. Donc là, beaucoup de demandes pour avoir une messagerie de confiance. On y travaille, ça se fera avec des partenaires. De Google, disons-le, on donne le droit à Google de lire nos mails. Il faut quand Absolument. même avoir conscience. Et ils ont dit que maintenant, ils continuent à les lire, mais plus pour la publicité. Mais ils continuent de les lire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'on reçoit encore des publicités. Non, tu reçois de la publicité, mais ils ne les analysent plus pour la publicité. Il les lise toujours. Ah, mais c'est ce que j'ai lu. Moi, je vois les résultats, je t'assure. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Mais moi, je n'utilise pas Gmail, c'est un mouchard. Non, mais justement, c'est pour ça que si par exemple, toi, tu te mets à faire le Quant Mail, tu sais, c'était un déclencheur. C'était un 1er avril 2004 où ils l'ont lancé, parce que je me souviendrai toujours de cette date-là. Le jour où ils l'ont lancé, parce qu'ils avaient 2 gigas, je crois, d'espace, alors que les autres faisaient que 10 mégas ou 30 mégas, tu vois. Et là, le fait que tu lances, ça serait un plus, et là, un déclencheur, parce que s'il y a bien un truc, c'est les conversations. Le surf, tous des trucs comme ça, les gens, ils n'en ont pas conscience. Par contre, les conversations, ils en ont conscience. Et là, je trouve que d'un seul coup, là, tu serais une sorte de déclencheur définitif pour l'adoption de la marque. C'est pour ça. Pense, oui. Pour nous, vraiment, hein, dans le top 3, c'est le search. Et ça, on l'a déjà. Et ensuite, alors après, ça dépend à quelle population tu demandes, mais la cartographie, hein, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'utilise beaucoup des applications de ce genre-là. On en parlera vers la fin de l'émission. Et aussi la messagerie, quoi. En gros, est-ce qu'il y a un opérateur, désolé Olivier, je pose la question, mais est-ce qu'il y a un constructeur de téléphone qui a proposé Quant, comme là on propose Google ou quoi que ce soit dedans? Question pertinente, parce qu'aujourd'hui l'enjeu il est là, absolument, oui. Tristan. Le marché, à 70% du marché de la recherche, c'est sur mobile aujourd'hui. Donc c'est très bien de déployer des briques pour les ordis, mais voilà, c'est ça, la croissance pour demain, pour Quant, il est sur les mobiles. Alors c'est quoi le plan de bataille ? Alors, je ne peux pas dévoiler ce qui n'est pas encore dévoilable. Alors déjà, il faut savoir... On est entre nous, hein, ça ne sortira pas d'Internet, c'est bien connu. Donc, aujourd'hui, si tu veux utiliser Quant sur ton mobile, tu as une application pour Android ou pour iOS, qui est une application Quant. Tu peux l'installer. En fait, ce que tu installes, c'est un Firefox. Très bon navigateur, je vous le recommande, et je ne dis pas ça parce que j'y ai passé 17 ans. Enfin, si, un petit peu, mais aussi parce que c'est le produit que je continue à utiliser au quotidien. C'est un Firefox avec des préférences spécialisées sur la vie privée qui sont réglées assez finement pour protéger encore mieux ta vie privée, et avec le moteur Quant qui est mis par défaut dans ce Firefox. Donc, quand tu lances l'application Quant, tu vois, en fait, tu es dans Firefox avec Quant comme moteur de recherche. Mais ça nécessite une installation manuelle de la part de l'individu et de remplacer leur Safari ou leur Chrome par ce Firefox. Au-delà de Tristan, par exemple, dans le cas d'Apple, puisqu'on a une émission qui parle beaucoup d'Apple, alors que sur Mac, on peut choisir son moteur de recherche par défaut entre Yahoo, Google, Bing ou pourquoi pas Quant demain. Sur iOS, ce n'est pas possible. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est un sujet de polémique. On a réservé une partie sur Apple. Est-ce qu'Apple est vraiment sincère dans sa démarche? C'est vrai que pour pouvoir se développer, j'aimerais beaucoup qu'Apple le fasse. Voilà. Il y a eu récemment, je crois que c'était au printemps, un parlementaire République En Marche, Éric Botorel, dans les Côtes-d'Armor, qui a fait un amendement de façon à empêcher que certains acteurs
Apple, Google. Et on sait que l'Union européenne y veille également. Exactement. Et tu vas voir, on va en parler dans un instant. Mais en amont, je crois qu'il est important de préciser, de faire comprendre à ceux qui nous regardent et au-delà à ceux qui sont proches de ceux qui nous regardent, l'omniprésence de ces GAFA et comment ils puisent dans nos données. Est-ce que il faut vraiment prendre conscience de l'exploitation de données? Comment on peut faire? Stéphane va tout vous expliquer dans ce prochain chapitre. Est-ce si grave de communiquer ces données si le service est gratuit et qu'il est de qualité, C'est avant tout, Tristan, le système de défense de Mark Zuckerberg et de Facebook, notamment face aux critiques de Tim Cook, on y reviendra. Stéphane, tu nous as préparé quelques démos pour une prendre conscience de la qualité de nos données qui sont aujourd'hui utilisées par les géants du web. Avec une petite méthode bien sympa, notamment avec tout simplement Apple. Allons-y. On peut faire ça grâce à la RGPD. On a pu... RGPD, tu rappelles en deux mots? La RGPD, c'est une directive européenne règlement général pour la protection des données. Voilà. Exactement. Qui n'existe qu'en Europe. Qui n'existe qu'en Europe, mais elle est de toute façon... telle qu'elle est structurée, et ça c'est vraiment un truc qui est très bien fait dans le RGPD, c'est que ce règlement s'applique aux business qui... cible des utilisateurs européens. Oui. Donc Google, Facebook et compagnie, et même les Chinois, doivent se conformer au RGPD et affirmer clairement à ces utilisateurs qu'ils exploitent les données, comment, s'ils acceptent, les cookies, pas les cookies, etc. C'est plein de choses. C'est la portabilité des données aussi, donc on pourra les quitter. C'est bien. En tout cas, c'est vrai, grâce donc, à ce règlement, et tu as bien fait de préciser cela, mais les grands ont été obligés, et tout le monde de toute façon a été obligé, qui héberge nos données, ont été obligés de donner un accès à nos données pour qu'on puisse y avoir accès, une correction de celle-ci, la désactivation de notre compte et un truc que on pensait que c'était un fait, mais la suppression pure et vraiment en bonne et due forme de nos données et de notre compte de façon définitive. Parce que quand on fermait son compte sur certains sites comme Facebook, on le fermait, comme par hasard, on voulait le réactiver, on retrouvait nos données qui réapparaissaient. D'accord. Donc c'était jamais vraiment supprimé. On dirait que c'était plutôt une date de suppression comme un booléen, entre guillemets, pour entrer dans les... qui était plutôt fait, c'était plutôt un truc de développeur, ça voilà. Alors là, démo. Ils ont rechangé ça d'ailleurs, c'était une semaine normalement, ou un mois, et ça a été doublé. Doublé, pour la suppression. Ils rechangent, donc c'est 2 fois plus long la suppression. Et donc pour aller très vite, donc quand on demande l'obtention des données sur le site d'Apple, qui a une URL qui est bien précise, qui s'appelle privacy.apple.com, on a une liste donc avec l'obtention donc de la copie de nos données, la correction de celle-ci, la désactivation temporaire de notre compte et la suppression définitive de celui-ci. Quand on va par exemple sur l'obtention d'une copie de nos données, on ne va pas les avoir tout de suite. Il faut qu'ils prennent un temps pour les préparer. J'ai fait le test pour Facebook, j'ai fait le test pour Uber, j'ai fait le test pour Google, j'ai fait le test pour Amazon et pour Apple. Apple ont été les plus lents, ils ont mis 72 heures à nous les donner. Et quelle fut ma surprise de découvrir que la plupart des données, donc mes contacts, mon agenda, étaient là, dans des formats, on va dire, plus ou moins divers. iCloud existe. Voilà, donc en CSV, donc pouvoir, sur Excel, je pouvais récupérer certaines choses. En XML, on peut le récupérer sur Word. Et il y a certains qui étaient en JSON, donc qui était un peu une sorte d'extension plutôt pour développeurs. Et il y en a un en particulier qui était else.json, qui est un fichier d'une énormissime de plus de 780 mégas. Tu bouges beaucoup, tu as beaucoup de contacts. Voilà, et en fait, qui reprenait au centimètre près tous mes allées et venues depuis que j'ai créé un compte iCloud, c'est-à-dire depuis 10 ans. Et depuis que tu as un iPhone. Et donc depuis 10 ans. Et c'était horrible, en fait, de se dire qu'il y avait accès à ces données-là. Donc s'ils sont aussi, on les utilise pas, etc., mais pourquoi ils les conservent? Et si un jour, il y a des petits malins, et il y aura toujours des petits malins qui arriveront à pirater. Ce qui est arrivé à Google, qui a obligé de fermer Google+, notamment. Oui, je pense que ça, c'était la goutte d'eau. Ils cherchaient un prétexte. Parce que là, le piratage, il est réel quand même. Bien sûr, tu as bien raison. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de choses à dire sur le RGPD. Il y a plein de choses. C'est génial qu'on ait enfin une règle, un règlement qui soit aussi discriminatoire et surtout avec des conséquences aussi importantes financières, comme des amendes à l'américaine. C'est-à-dire que quand tu as un PV aux États-Unis devant une bouche de pompier, tu as $300 de PV. Tu ne vas pas le refaire 2 fois. Et là, tu te souviens que tu as fait la pédagogie du coup de matraque. Et bien là, la pédagogie du coup de matraque a été faite pour une fois par les Européens, ce qui est pour moi, à mon sens, je ne sais pas, tu as peut-être plus d'expérience, Tristan, sur le truc. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et donc là, ils ont un peu la trouille quand même. Et donc, juste, je peux terminer sur un truc, c'est qu'on avait le web, on a eu le mobile, et maintenant, on a la blockchain. Chaque plateforme, pour moi, c'est une vraie troisième ère, parce qu'on a à chaque fois, chaque plateforme se complète à l'autre et peut permettre justement d'éviter ce type de piratage. Il n'y en a aucun qui en parle.
Aucun de ces gens-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que ça coûte trop cher le développement pour ça, je ne crois pas. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Donc le premier qui ira et qui montera, il montrera une véritable sincérité. Alors là, tu entames une question qu'on va essayer de répondre après dans la deuxième partie de cette émission, mais peut-être déjà une réponse peut-être de Didier, qui est entre autres, notre spécialiste Apple avec Mac Forever. Effectivement, ça pose question, en tout cas, Didier, de conserver les données, mais on sait que, je le disais en amont de cette émission, elles sont nécessaires pour l'exploitation et la mise en place de services d'intelligence artificielle. Oui, et puis on le voit vraiment en pratique tous les jours, quand tu utilises Siri et Google Assistant, quand tu utilises aussi les services par exemple de photos d'Apple. Donc, tout le monde a fait la comparaison, Google Maps, Apple Maps, effectivement les requêtes à Siri. On sent bien que Google a de la data, qu'ils savent l'exploiter. Et je trouve l'exemple le plus typique, c'est les photos. Donc, dans ton iPhone, maintenant, tu peux chercher des ponts, des voitures. Enfin, il y a un certain nombre de mots que tu peux chercher. Et c'est limité. C'est-à-dire que c'est un environnement fini parce qu'Apple a décidé que les données allaient rester sur ton téléphone, qu'ils n'allaient pas exploiter les photos de tout le monde. Ce que n'a pas décidé Google, puisque eux analysent les images qu'ils ont sur le web. Si bien que, Google, tu peux lui demander une photo d'un croissant, par exemple, ce qui va pas marcher sur ton iPhone. Je t'invite à essayer. Enfin, je pense que mon exemple marche. Mais effectivement, la limite, elle est là. C'est-à-dire que, oui, on ne prend pas les données de tout le monde, mais l'intelligence artificielle, moi, quand j'étais à l'école, on m'expliquait que pour faire de l'IA, il faut de la donnée, il faut énormément de données, et que les entreprises qui se limitent, qui s'auto-limitent là-dessus, forcément, ils auront des fonctionnalités un petit peu plus limitées. Et c'était assez amusant de voir Tim Cook qui justement allait clasher vraiment Google sur ce point il y a quelques jours là, durant une interview, qui disait que que Google vous mentait en vous disant qu'ils avaient besoin de toutes vos données pour construire des produits. Mais c'est vrai que c'est une partie de la vérité, mais malgré tout, aujourd'hui, on a quand même une semi-preuve qu'il faut de la donnée pour proposer des services pertinents en fait. Et puis, de manière un peu provocatrice, j'aurais tendance à te dire, si finalement Siri marche si mal, c'est peut-être la raison, c'est peut-être parce que la politique d'Apple n'est pas très efficace en matière d'exploitation de données, par rapport à ça. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que c'est aussi de l'algo, c'est aussi tout un tas de choses derrière. Et je pense que c'est une partie du problème aussi. Oui. On parlait de prise de conscience de l'exploitation des données et du piratage qui pourrait être lié à cela et à la catastrophe que ça pourrait représenter. Il y a en tout cas une personne qui en a pris conscience, nous a préparé une petite photo, et c'était pas n'importe qui cette personne, Stéphane. Oh, mais cette photo, ça date de 1996, et ça a entraîné plein d'articles. C'est lors du rachat d'Instagram, c'est ça ? Dans le rachat d'Instagram, oui, du rachat d'Instagram. C'était dans les 500 millions d'utilisateurs actifs sur Instagram à l'époque, en 2016. Et on voit donc cette photo de Zuckerberg avec ce carton type Instagram. Et on voit son ordinateur, et il avait caché avec un scotch la caméra. Donc lui, de fait, s'il se cache... C'était un Mac d'ailleurs ? Oui, ça montre qu'il n'est pas forcément mauvais, ce garçon. C'était un Mac d'ailleurs. Non, ça prouve qu'il a l'argent pour se payer un Mac, ce dont on ne doutait pas vraiment non plus. Et qu'il n'allait pas s'acheter une machine Windows quand même. Et il a pris une petite peu de toile adhésive grise pour assortir à son... Voilà. Et donc maintenant, il cachait ça. Donc pourquoi fait-il ça ? Et donc ça a fait pas mal d'articles, voilà. Et il va plus loin, parce qu'il faut quand même savoir qu'il a une maison à Palo Alto, et que sa maison à Palo Alto, pour pas être dérangé, il a racheté en fait toutes les maisons qui entourent sa maison à Palo Alto. Alors quand tu connais le prix du mètre carré, c'est de l'ordre de 5 millions de dollars la maison, il en a donc racheté 5 en plus de la sienne, ça fait 6 si tu veux. Donc il a dépensé juste pour être tranquille. Et il est relou aux gens qui sont autour de lui, et il peut les virer s'il veut. Voilà, ça fait partie du contrat de location. Alors, donc ce garçon, il protège sa vie privée avec des moyens qu'on n'a pas. C'est-à-dire que le coût du gaffeur, on peut tous investir dans un petit bout de gaffeur. Dans 30 millions de dollars de villa à Palo Alto, je crois qu'on peut pas. C'est plus compliqué. Alors, pour-on stopper justement ce rouleau compresseur, Facebook, Google, Amazon, les GAFA, est-ce qu'Apple est sincère ? On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on passe aux questions Twitter. Les questions Twitter avec Alex. Oui, alors en question Twitter, on a une question de @EricShield qui demande c'est une alternative comme DuckDuckGo que j'aime bien, qui est américain, je crois. Je pense qu'il faudrait étendre la question aux autres services potentiels que pourraient être offerts avec Quant, comme QuantMail, etc. Quoi qu'il en soit, s'il y a une alternative au copyright, il serait partant. Et ensuite, après, j'ai beaucoup de questions qui parlent comment est-ce que vous pouvez prouver votre sécurité par rapport à votre hébergeur, ou à d'autres questions à d'autres échelles. Comment est-ce qu'on peut vraiment vérifier que c'est plus safe que Google ? Tu parles de quoi là ? En clair, est-ce que c'est pas quelque part un discours marketing et derrière il n'y aurait pas les outils pour protéger ? On en a déjà un petit peu répondu. La question est légitime. Oui.
J'ai une réponse à la place de Tristan. C'est un gars comme Corben, qui n'est pas n'importe qui est bien connu de tous les développeurs, etc. Qui a participé à cette émission. Lui-même, voilà. Et lui, il dit que c'est la seule alternative crédible et respectueuse de la vie privée que l'Europe peut opposer à Google. Donc voilà. Donc, moi, j'ai encore du mal. Mais quand un gars comme Corben me répond ça, je me dis, bon, je peux commencer à faire avoir confiance. Et effectivement, nous, on a une équipe de cybersécurité qui est basée à Rouen, qui est très importante, et ça fait de nous un des leaders sur le sujet. Je voulais revenir sur DuckDuckGo. On peut se poser la question parce que DuckDuckGo, c'est un moteur, mais c'est un métamoteur qui dit qu'il protège la vie privée, ce qui est probablement vrai. Qui est un peu le même fonds de commerce que Quant, on est d'accord. C'est le même positionnement. Néanmoins, eux n'ont pas leur propre serveur, ils font tout tourner sur Amazon Web Services. Nous, on a décidé qu'on aurait nos serveurs à nous basés en France. Donc en clair, Amazon a accès à toutes les données. Voilà, s'ils le veulent, exactement. Ils n'ont pas le droit en théorie. Ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit, mais ça peut. Mais c'est pour te dire que les propriétaires de data center en théorie aussi peuvent le faire, mais bon. On a décidé d'avoir nos propres serveurs et pas de déléguer ces choses-là à un prestataire, à un des 4 GAFA. Donc c'est déjà ça. Et ensuite, tout ce qui est protection a été validé par la CNIL. Donc en qui on peut avoir confiance. Bien. Avant de passer au busiomètre, une nouvelle rubrique cette semaine dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous poser des questions qui nécessitaient souvent de réaliser des tutoriels en vidéo. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Elles portent souvent ces questions sur le stockage. Ça nous a donné l'idée de proposer tous les 15 jours une question stockage avec notre partenaire G Technologies. Quel disque dur choisir pour les nouveaux MacBook Pro ? Les nouveaux MacBook Pro disposent d'une nouvelle connectique qui excite les ports USB ou Thunderbolt 2. Celle-ci adopte un nouveau format plus fin et réversible. Premier critère de choix, nous vous conseillons d'adopter un disque mobile plutôt qu'un modèle de bureau. Avantage, des modèles nomades, ils sont plus compacts pour accompagner partout votre MacBook Pro, surtout qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe. Nous avons sélectionné 3 familles. Tout d'abord, les modèles USB-C équipés d'un disque dur mécanique. Ce sont les modèles les moins chers et ils offrent également la plus grande capacité de stockage, jusqu'à 4 Tera pour ce modèle, pratique pour la sauvegarde de données. Les performances sont honnêtes, jusqu'à 140 mégaoctets par seconde. Second choix, un disque mobile USB-C intégrant cette fois un SSD. Plus compact, un SSD offre surtout des débits jusqu'à 4 fois plus rapides qu'un disque mécanique, soit 560 mégaoctets par seconde pour ce modèle. Pratique si vous avez besoin de copier rapidement de gros volumes de données, et ce sur tous les terrains. Le nec plus ultra reste de choisir un disque protégé par un boîtier anti-choc, comme ce modèle qui résiste aux chutes jusqu'à 3 mètres et à une pression de 450 kg. Le tout ne craignant ni l'eau ni la poussière, avec une certification IP67. Notre dernier choix est un disque de poche SSD Thunderbolt 3. Il se destine cette fois aux pros de l'image ou de la vidéo qui recherchent les performances optimales. Avec des débits jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde, tel ce modèle, il permet de travailler directement sur un disque externe, de traiter des vidéos 8K multiflux avec une fréquence d'image maximale et de transférer 1 téraoctet de contenu en 7 minutes seulement, et ce, où que vous soyez. Rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine question stockage. En attendant, on passe au busiomètre avec Didier. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple ? Alors Olivier, on commence avec un sujet très à propos qui est le Chipgate. Tout est prévu. Le petit scandale donc autour des puces qui, selon Bloomberg, auraient été donc intégrées à des serveurs qui eux-mêmes auraient été revendus donc à des sociétés comme Apple, Amazon, qui ont bien sûr démenti avec beaucoup de force. Même Apple dément pas des problèmes sur ses propres produits aussi vite, tu vois. C'est des puces chinoises qui enverraient des infos vers la Chine. Hein. C'est super. Voilà, et effectivement, ça tombe très à propos aujourd'hui, puisque effectivement, on peut même se demander si les gens qui te garantissent la protection de tes données peuvent eux-mêmes garantir, par exemple, effectivement, leur serveur, leur propre serveur, leurs propres puces qui ne sont pas faites souvent dans nos contrées. En clair, on peut être sincère dans la démarche et avoir un appareil des serveurs qui nous espionnent sans le savoir. J'ai cru lire qu'il y avait des serveurs des serveurs Huawei chez Quant, donc la marque chinoise qui est pas mal décriée aujourd'hui et qui fait peur à certains gouvernements, notamment aux États-Unis, dans les réseaux et les grandes infrastructures des opérateurs mobiles. Qu'en est-il vraiment ? J'en sais rien.
Faudrait que j'aille voir dans notre data center avec une lampe de poche. Mais non, j'en sais rien. J'ai pas d'avis sur la question. Bon, tu reviendras nous en parler. Volontiers. Mais c'est vrai que c'est un point important. Oui. Bien. Autre rumeur, Didier. On continue sur le piratage, oui. Enfin bon, on suppute que c'est vrai. Mais c'est vrai que, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de l'App Store, des top 10, maintenant qu'ils ont un petit peu caché, on arrivait en fait à les pirater avec des robots. Enfin, il y avait tout un tas de services, apps gratis, etc., qui proposaient ça. Et c'est vrai que là, il y a le podcast aujourd'hui qui conserve. Tu le sais, toi, puisque tu utilises beaucoup les podcasts, donc qui classe effectivement les meilleurs podcasts. Et qui, là, ce week-end, s'est fait pirater aux États-Unis. Alors pareil, c'est des robots qui doivent créer des comptes iTunes, qui doivent télécharger des podcasts. Donc voilà, le piratage, finalement, il est un petit peu à tous les niveaux aujourd'hui. Il y a une troisième rumeur, Didier. Pourquoi je voulais t'appeler Cédric? Alors ça, c'est une rumeur assez amusante. Enfin, c'est plus qu'une rumeur. Hein. L'Apple Watch série 4 n'aimerait pas le changement d'heure. C'est un vieux marronnier avec Apple. Hein. Tous les ans, on a des problèmes avec le changement d'heure. Donc là, c'est les Australiens qui en ont fait les frais parce que c'était les premiers. C'est les premiers, ouais. Donc on espère qu'ils auront corrigé leur petit bug avec la série 4. Et puis voilà, il y a le changement d'heure qui, a priori, va s'arrêter dès l'année prochaine, je crois, ou l'année d'après. En Europe. Quatrième rumeur, Didier. Alors, on parle d'un événement qui pourra arriver donc fin octobre, peut-être début novembre, autour de l'iPad, peut-être de nouveaux Mac. Il y a 9to5 Mac là qui a recompilé un petit peu toutes les rumeurs qu'ils avaient en stock autour de l'iPad Pro, qui, tu sais, peut avoir un port USB, et puis un petit port magnétique aussi au dos, et puis FaceTime dans les deux sens. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a déjà. Plus de Touch ID, plus de voilà. Exactement, un vrai iPad Pro de 2018. Donc voilà, est-ce qu'on aura vraiment un événement comme chaque année, fin octobre, début novembre, sachant qu'il y a quand même l'iPhone XR qui va sortir en même temps. C'est-à-dire peut-être un peu plus tard. Hein. Est-ce qu'ils vont pas mettre tout le paquet sur le lancement de l'iPhone XR à la fin du mois et ne pas prendre le risque de cannibaliser l'espace médiatique avec d'autres annonces? J'ai peur que ça soit cette stratégie-là qui soit adoptée chez Apple. On verra bien. Dernière rumeur, Didier. Et la dernière rumeur concerne l'Apple TV qui, tu le sais, cherche encore son business model, puisque les jeux, ça marche pas terrible. Non. Les applications non plus. Donc Apple essaye maintenant de la placer comme une box, en fait une sorte de, par exemple, de Freebox que Apple vendrait donc aux opérateurs. Apparemment, ils sont en train de négocier avec des opérateurs anglais en ce moment pour la proposer comme box par défaut. Et moi, je trouve que, tu vois, c'est quelque chose qui est pas absurde dans la mesure où les box sont quand même des produits qui sont un peu faits à la main comme ça. Et enfin, moi, je vois en Suisse, c'est des toutes petites boîtes qui font ça plante. Enfin, tu vois, et d'avoir Apple derrière, d'avoir un vrai. J'ai appelé Xavier Niel, je vais lui dire ça. Attends. C'est ça, elle est roulée sur des aisselles, sa Freebox. Je suis pas sûr qu'il trouve ça super drôle. Bon, c'est pour ça en fait qu'elle met du temps à sortir la nouvelle, parce qu'elle est faite à la main. D'accord, je comprends. Continue, pardon, Didier. Non, mais j'ai fini, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter, monseigneur. C'est vrai qu'on le voa, Canal en France a annoncé Canal+, qu'ils allaient arrêter leur box IP et que normalement ce serait l'Apple TV. On sait qu'on parlait de Xavier Niel, qu'il est aussi un opérateur en Suisse. Hein. Tu m'arrêtes, Didier, si je dis des bêtises, et qu'il propose par défaut l'Apple TV. On a hâte de voir cette nouvelle Freebox et peut vraiment proposer une vraie valeur ajoutée par rapport à l'état de l'art du marché. Merci Didier pour ces rumeurs. On passe tout de suite à une question suivante, une question toute simple. Est-ce qu'Apple est sincère dans sa démarche lorsqu'elle dit qu'elle n'utilise pas les données? Alors messieurs, dames, Apple est-elle sincère? Apple se positionne comme une alternative à Google, à Facebook, à Amazon et réaffirme sa volonté de ne pas collecter les données. Le PDG d'Apple a vivement critiqué cette semaine dans une interview à Vice Media les attitudes de Facebook et Google, sans les nommer, Tristan, mais on a bien compris vers qui s'était dirigé. Je le cite, regardez, des entreprises veulent vous faire croire que vos données sont nécessaires pour que leur service soit meilleur. Ne les croyez pas, peu importe la personne qui vous dit ça, ce sont des foutaises. Et puis, souvenez-vous, en avril dernier, il avait déclaré au micro de la chaîne MSNBC, après le scandale Cambridge Analytica, nous pourrions nous faire beaucoup d'argent si nous monétisions nos clients, s'ils étaient notre produit, mais nous avons choisi une autre voie. Il y va fort quand même, l'ami Tim. Il a raison, parce que c'est son grand différenciateur, en particulier par rapport à Google. C'est classique. Pourquoi et il faut encore une fois revenir au business model. Le business model d'Apple, c'est de te vendre des gadgets haut de gamme, chers, avec une bonne marge. On sait que les marges, c'est Apple. 40%. Sont belles. Et ça suffit pour vraiment très très bien vivre. Et en fait, chez Google, on te donne des services et des trucs gratuits. Mais Android est gratuit pour les fabricants. Chrome est gratuit, Gmail est gratuit, etc. C'est pour siphonner de la data
pour avoir une vraie relation avec, comme je le disais au début, avec les annonceurs qui veulent de la data sur des individus et qui veulent targeter, viser des individus. Avec toute la problématique que ça pose, idem chez Facebook, le scandale Cambridge Analytica, il vient de là. C'est la possibilité de cibler tellement finement des gens sur la base de leurs opinions politiques. Et c'est ça qui est un problème. Et en fait, Tim Cook, il a bien compris qu'il avait plus à perdre en monétisant la data de ses utilisateurs plutôt que de ne pas le faire. Et au-delà, ça pourrait être à terme un argument de vente, Stéphane, de ne pas monétiser les données, ou du moins les garder confidentielles, parce qu'il dit, on n'a pas sorti l'extrait, que bien sûr qu'il exploite les données, et tu en as fait l'illustration, mais qu'elles sont cryptées de bout en bout et qu'ils ne sortent pas des murs d'Apple et qu'elles ne sont pas communiquées à des tiers. Oui, voilà. Non, mais la confiance numérique, c'est l'entreprise qui aura la plus grande confiance numérique, c'est comme une sorte d'indice qu'on pourrait éventuellement leur affecter et qui pourrait être fait par un institut tiers, comme il y a l'indice de confiance des ménages à l'université du Michigan, qui peut avoir un impact sur la bourse de New York si celui-ci est bon ou moins bon. Et la valeur de la marque. La marque, ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Ça existe avec l'Interbrand chaque année. Voilà, exactement. Et je pense que cette confiance, elle augmente ou rabaisse exactement la valeur de la marque. Et c'est ça qui est important. Et moi, ça m'a rappelé une interview. Là, j'essaie de retrouver la date. Et là, je viens de voir que c'était en décembre 2009. C'était celui qui était encore le patron de Google à l'époque, qui était Eric Schmidt. Il disait en gros, seuls les criminels se soucient de protéger leurs données personnelles. Et on n'a rien à cacher, quoi, en gros. En gros, on n'a rien à cacher, donc la vie privée n'a plus d'importance, quoi. Donc dès le départ, les géants sont amenés. Donc là, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau discours. Et si Tim Cook veut être le Robin des Bois des GAFA à ce sujet-là, moi j'y crois pas, mais bon. Non, s'il veut bien être, alors s'il est Batman, moi je veux bien être le Robin de Tim Cook, quoi, tu vois. Ah ouais. Bon, c'est très bien. Ça n'est pas ce que tu crois. Je veux bien savoir. J'aimerais bien. Je sens que ça devient on est sur une pente savonneuse, messieurs, dames. En tout cas, tu as parlé d'Eric Schmidt de Google. On a eu la réponse de Mark Zuckerberg il y a quelques mois. Ça ne s'est pas fait attendre suite aux critiques après le scandale en avril dernier. Voilà ce qu'il avait déclaré. Il faut dépasser à propos de Tim Cook, il faut dépasser le syndrome de Stockholm et ne pas laisser des entreprises qui font beaucoup d'efforts pour vous faire dépenser beaucoup d'argent vous convaincre qu'elles s'occupent mieux de vous que les autres, et d'ajouter que si l'on veut construire un service qui n'est pas seulement utilisé par les riches, il faut le rendre abordable, effectivement. Il a bien intégré les 40% de marge. Ça, on ne peut pas lui dire qu'il a tort, là. Alors, ouais. Tim... Justement, oui, Alex. De Facebook qui, donc en gros, c'est un débat entre est-ce que vous voulez payer ou est-ce que vous voulez être exploité. Et en fait, Facebook dit toujours qu'il sera gratuit, a modifié légèrement son site il y a quelques mois et disait aura une version gratuite pour tous. Ça veut dire qu'à l'avenir, on pourrait peut-être envisager un Facebook très légèrement payant qui serait plus respectueux de nos données. Ouais. Il a raison de se méfier parce que je pense que son business model, il n'a pas d'avenir. Surtout si c'est la culture européenne qui s'impose. Mais on en parlera dans les tout derniers chapitres de cette mission. On reste sur Apple et Tim Cook. On l'a vu, Tim Cook est très virulent. On va en parler peut-être avec Didier parce qu'il n'a pas pris la parole, et avec Fanny. Très virulent vers Google et Facebook. Mais d'un autre côté, il ne se fait pas vraiment prier pour encaisser leur argent. On parle de 3,5 milliards de dollars pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans la planète Apple. Selon Goldman Sachs, un analyste de Goldman Sachs qui s'est procuré Business Insider, il y a quelques semaines, Google débourse chaque année plusieurs milliards de dollars pour continuer à avoir son moteur installé sur Safari, ainsi que Siri, l'assistant vocal d'Apple. Selon Rod Hall, l'analyste de la banque américaine, donc, la firme MetaView va dépenser 9 milliards de dollars en 2018 et pas moins de 12 milliards de dollars en 2019 pour qu'Apple privilégie Google par rapport à d'autres moteurs de recherche. 9 à 12 milliards, c'est quand même du vrai argent. Ouais, donc c'est un peu un discours avec un poids de mesure, Didier. Après, on peut se poser des questions plus larges. Est-ce qu'une société privée a vocation à être sincère, à être vertueuse ? C'est une vraie question. Ouais. Est-ce que Tim Cook n'est pas juste un communicant qui est là pour te vendre des produits, peu importe ce qu'il va te raconter, comme n'importe quel commercial ? Est-ce qu'ils ont vraiment cette vocation ? Est-ce qu'on doit les croire ? Est-ce que c'est un vrai problème derrière ? Moi, c'est vrai que c'est assez ambigu, cette histoire de Google, et je trouve que si tu vas même au-delà dans les domaines où ils investissent, notamment, là en ce moment, ils développent donc un système de conduite autonome, apparemment, ils sont quand même très impliqués là-dedans. Ouais. Et pour la conduite autonome, on le sait tous qu'il faut beaucoup de data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard si tous les grands s'associe notamment à Uber, à Apple a investi en Inde dans Didi, là, tu sais, le concurrent de Uber là-bas, pour justement récupérer de la donnée
donc des véhicules, c'est-à-dire qu'il y a, tu as des petites boîtes qui sont sur les voitures, qui sont là pour analyser tout ce qui se passe, pour filmer, etc. Donc Apple a besoin de data. Donc quand elle te dit on n'exploite pas vos données, si, elle les exploite. Après, c'est à toi de leur faire confiance sur qu'est-ce qu'ils en font, à qui est-ce qu'ils les vendent, mais de la donnée, Apple en a énormément. Pas qui est-ce qu'ils les vendent, c'est qu'ils ne les vendent pas. Je voudrais préciser quand même quelque chose qui me paraît important dans le débat. Tristan. Tu prends un iPhone, tu n'es pas obligé de prendre iCloud. C'est pas obligatoire. Et si tu le prends pas, c'est plus compliqué sur iCloud. Oui, mais tu peux toujours backuper sur ton Mac, mais tes données, genre ton iPhone, il fonctionne bien, et tu sauvegardes sur ton Mac, et là tes données, elles restent sous ton contrôle. C'est pas totalement vrai, Tristan, parce qu'il y a des données que tu peux pas synchroniser en dehors d'iCloud maintenant, notamment les contacts, je crois. Ah oui, ça m'étonnerait. Bon, bref, avançons. Ouais. Chez Google, le modèle, il est dit serveur-centric. C'est-à-dire que de toute façon, ton téléphone, il n'a rien. D'ailleurs, c'est conçu pour que la donnée soit hébergée par Google. Parce que l'idée, c'est que de toute façon, ils font une copie de tout. Donc, et ça, je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a un problème de différence, de business model, on en a déjà parlé, et d'architecture. Chez Apple, c'est l'appareil, le device qui est le centre de ta vie numérique, alors qu'à une époque, c'était le Mac. Maintenant, c'est le device. Voilà, exactement. Alors que chez Google, c'est le serveur. Et ça aussi, ça change tout. Et c'est hérité, bien évidemment, du business model. Alors ça, c'est une culture très américano-centrique, très implantée dans la Silicon Valley. Comment peut-on stopper ce rouleau compresseur des GAFA ? Est-ce qu'on peut changer cette culture ? On en parle dans ce dernier chapitre. Alors Tristan, Google vient tout juste de souffler ses 20 bougies. Alors, est-ce qu'on peut encore rattraper à l'échelle d'un Quant ou d'autres moteurs de recherche la firme de Mountain View ? On sait que la RGPD a été un premier pas en Europe, que la culture européenne et le droit européen s'est saisi de ce problème. Est-ce qu'on va suffisamment loin ? On sait que, encore une fois, pour rester sur le thème de l'Europe, le 18 juillet dernier, même si ce n'est pas un lien direct avec la collecte de données, mais ça a du sens. La Commission européenne a condamné Google à une amende record, 4,34 milliards de dollars, pour pratique illégale et concurrentielle concernant Android, qui impose évidemment dans Android le moteur de recherche de Google. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tristan. Alors, moi, je vais peut-être commencer par répondre à ta question. Est-ce qu'on peut rattraper Google ? Et je vais te répondre avec une citation de Steve Jobs. Tu vois, je sors tout de suite le Joker. Tu as préparé l'émission, c'est bien. Steve Jobs, alors je vous épargne la version anglaise, mais il disait mais comment vous faites, vous, chez Apple, pour être comme ça, tout le temps en avance, innovant, etc. Et il dit, vous savez, quand vous jouez au hockey sur glace, eh bien, il y a des joueurs qui courent après le palet. Mais moi, je ne cours pas après le palet, je vais là où le palet se dirige. Eh bien, c'est exactement ça. Si tu veux, pour moi, pour nous, chez Quant, la monétisation des données personnelles et sa capture pour faire de la publicité ciblée, c'est bientôt, pas encore, mais bientôt, un business model du passé. Et je pense qu'un jour, on va retrouver Google et Facebook dans les poubelles de l'histoire parce que ça ne fait pas un numérique dans lequel les gens peuvent avoir confiance. Et donc, nous, on essaye de faire un numérique dans lequel les gens vont avoir confiance parce qu'ils savent qu'on ne capte pas leurs données personnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la loi qui va, à terme, faire que ce business model aujourd'hui qui est florissant pour ces GAFA va devenir caduque ? Peut-être un mot avec Stéphane. Là, le fait d'avoir ce règlement européen très restreint, parce que quand même, les règles ne sont pas anodines pour des grands groupes comme ça, parce qu'une amende qui peut aller de 20 à 40 millions, pour eux, c'est plutôt 2 à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Si, par exemple, Facebook ne donne pas les justifications précises, claires, transparentes, sans aucune contestation possible sur l'histoire des 50 millions de comptes qui ont été piratés, il y aura une première amende. La semaine dernière. Et ça, je pense, ça aura un impact. Et on voit aujourd'hui, de toute façon... C'est un impact qui est double, un impact financier qui est et moral. 2 à 4% du chiffre d'affaires. Je peux t'assurer que ça fait super mal au porte-monnaie quand tu t'appelles Facebook, même si tu as plein de sous. Et médiatique. C'est-à-dire que là, ça va être un vrai désastre. C'est le début de la fin. Et peut-être qu'on a vécu, et moi, là, je vais pas... Alors là, on va dire, on est des visionnaires, entre guillemets, là, mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Là, actuellement, on observe aux États-Unis, il y a une baisse. On voit qu'il y a une stagnation, une baisse de Facebook. En termes d'audience. En termes d'audience. Si ça continue, les problèmes, etc., les gens vont s'apercevoir que ça vaut plus le coup. On va avoir peut-être quelque chose d'historique, c'est-à-dire une boîte qui est montée tout en haut, comme ça, comme MySpace, pire que MySpace, va redescendre aussi rapidement, même
Vraiment, et d'un seul coup, ce que vient de dire Tristan, le business model qui est au centre de la base, ce qui est dommage d'une certaine façon, parce qu'ils avaient quand même, pour moi, ils avaient d'autres vocations que de faire cela. Pour moi, ils auraient pu être un opérateur télécom universel, entre guillemets. Mais ils essayent en tout cas. Ils essayent, mais non, mais ils n'ont jamais vraiment été jusqu'au bout. Oui, mais au dépend de la neutralité du net. Voilà, exactement. C'est une vraie scandale. Bien sûr, bien évidemment. Là, il faudra encore 1 heure pour. Bien sûr, non, mais voilà, mais j'en reviendrai. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que là, en Europe, on s'est donné moins les moyens et les armes pour pouvoir ne plus se laisser marcher sur les pieds. Et l'Europe va pouvoir parler pour le monde entier. C'est ça qui est vraiment très bien. Ça, le RGPD le permet, et ça n'est qu'un début. Il faut derrière des choses comme le règlement e-privacy qui arrive aussi. Enfin bref, il faut cranter. Parce que là, Alors, tu parlais de neutralité du web, mais c'est un peu paradoxal. Il faut aussi un peu réglementer que des lois s'appliquent un peu au fonctionnement du web aussi. C'est un peu paradoxal, mais c'est un vaste débat. Un petit mot quand même pour conclure avec Fanny et Didier sur ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'effectivement ce modèle économique va, ou du moins que la puissance en termes d'audience d'un Facebook par exemple va diminuer? On voit que peut-être dans les nouvelles générations, les millennials pour ne pas les citer, il y a un mouvement qui incite à de désinstaller l'application Facebook. Est-ce que tu y crois, Fanny? Didier? Alors, moi, je vais être claire, puisque c'est un truc sur lequel je bosse beaucoup, entre autres avec des gros médias en France. En effet, Facebook stagne, mais pour une raison toute simple aussi, c'est que, en fait, ils veulent pas être suivis par leurs parents. C'est la jeune génération, c'est le réseau des parents. Ma mère est sur Facebook. Et c'est la honte, parce qu'elle commente dans mon fil. Non, c'est là où il y a une petite discussion à avoir quand même. C'est, en effet, ils sont moins réseaux sociaux. Instagram cartonne. Je rappelle qu'Instagram appartient à Facebook. Ouais. Donc, on a juste un glissement de génération sur des nouvelles plateformes ou sur des plateformes qui correspondent plus à ce qu'ils recherchent actuellement. L'autre glissement qu'on voit depuis 3 ans et que les chiffres sont très clairs, c'est qu'en fait, ces jeunes, ils veulent plus être vus tout public, mais ils veulent parler entre eux. Donc, eux, ils vont plutôt sur tout ce qui est messagerie instantanée. WhatsApp et Messenger cartonnent toujours et marchent très, très bien. WhatsApp en tête en France, y compris, alors c'est un truc rigolo, ils ont les SMS, tous les textos gratos dans leur forfait maintenant, en illimité, ce qu'on n'avait pas nous. Mais ils préfèrent quand même se parler via WhatsApp parce que c'est gratuit. Bon, ça, je sais pourquoi. C'est juste qu'en fait, tu peux créer des groupes de discussion, parler entre eux. C'est plus facile à gérer et échanger plus de médias aussi. Donc voilà. Et c'est là où les marques sont déjà en train d'essayer de monétiser, de réfléchir là-dessus, et j'en accompagne certaines, sur comment créer des groupes où on peut inclure de la publicité dans des messageries privées et parler avec les jeunes générations qui essayent de se cacher un peu plus, qui est plus maligne que la nôtre, qui bouffe de la pub différemment. Fanny, Didier, de ton côté? Merci Fanny, Didier. Ouais, enfin, moi je trouve que c'est aussi un débat gratuit payant, quoi. Qui paye à la fin, en fait? Qui est prêt à payer pour le service, pour ce qui est proposé derrière? Et par exemple, tu vois, dans un domaine qu'on connaît bien, nous tous, parce qu'on a tous plus ou moins travaillé dans la presse, c'est qu'effectivement, plus ou moins. Avec Internet, tu ne payais plus donc ton média. Nous, ça fait 20 ans qu'on est financé par la pub, par exemple. Bah oui. Et puis après, les gens n'ont plus voulu de pub. Alors, du coup, la pub, ils ont mis des bloqueurs, tout ça. Nous, on a les 3/4 des gens qui mettent des bloqueurs. C'est terrible pour notre économie, entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le business est plus malin, il se déporte, c'est-à-dire qu'il va se cacher dans tes contenus. Alors, tu vois, nous, on est comme Quant, on dit respectueux et tout ça, mais petit à petit, même ceux qui disent plus respectueux finissent par trouver d'autres moyens aussi. Et moi, quand j'étais petit, je payais pour mes encyclopédies, je payais pour mes journaux. C'est vrai que c'est des trucs qu'on n'est plus du tout habitués. Aujourd'hui, on te dit tu payes pour une recherche Internet, ça te semble délirant, même si c'est un millième de centime. Et je voudrais terminer juste par une petite anecdote qui, je trouve aussi, reflète bien un peu la problématique, parce que là, on parle quand même de choses assez numériques, mais finalement, dans la vraie vie, les gens, est-ce que ça leur pose tant de problèmes que ça, effectivement, de donner leurs données inconsciemment? Et par exemple, quand tu vas à Carrefour et que tu as ta carte de fidélité, que dessus, il y a absolument tout ce que tu as acheté, on te voit même te balader dans les rayons, enfin bref, ça n'a pas l'air d'interpeller plus que ça les gens du moment qu'ils ont un peu de promo, un peu de réduction, ils le savent. Même ils se sentent valorisés d'être reconnus. Et une fois, je suis allé à la boulangerie comme ça, et j'arrive devant la boulangerie, et il y a une dame qui m'aborde et qui me dit tiens, remplis ce petit formulaire et tu auras ta baguette gratuite. Puis je vois tous les gens autour, ils étaient à la boulangerie, ils remplissaient leur petit formulaire. Et puis je regarde le formulaire, c'était un formulaire, tu vois, c'était long, il y avait à peu près une quinzaine d'informations sur toi, avec ton nom, ton adresse, ton téléphone, ton âge, etc. Tout le monde, une baguette de pain donc à 1 euro, était prêt à donner ces données. C'est-à-dire que tes données, tu considérais qu'elles valaient plus qu'1 euro. Puis moi, je lui dis spontanément, écoutez, moi, je travaille un petit peu dans le business, je sais à peu près la valeur des données, c'est un peu plus que ça. Et surtout, donnez-moi 10 baguettes. Il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. Il ne fera pas chocolat. Juste pour dire, si vous avez regardé.
La série Maniac, vas-y. Laisse terminer. Les gens n'ont pas forcément idée de la valeur de ces données, mais quelque part, ils sont prêts à les donner assez facilement. Donc, c'est un peu schizophrène là-dedans. Ouais. Mais de toute façon, c'est complètement vrai. Pour dire, c'est la série Maniac dans Netflix ici, mais c'est important parce que ça, c'est un truc vraiment important. C'est la série Maniac, il vous explique comment vous pouvez aller au café, au Starbucks, n'importe où, payer gratuitement, genre en acceptant de donner vos données quand vous arrivez dans un restaurant, etc. Il y a un service chinois qui vient de le lancer. Ça cartonne. Si vous pouvez aller dans n'importe quel resto et vous payez avec vos datas. Vous acceptez de donner vos datas en échange et ça marche. Les gens, ils sont prêts à lâcher s'ils n'ont pas de sous à sortir de leur compte en banque. Allez, pour conclure avec Tristan, parce qu'on est très en retard. Ouais, juste dire, moi j'espère que la société va changer avec de l'éducation. Il faut se souvenir qu'il y a une centaine d'années, les gens ne pensaient pas que les microbes existaient parce qu'on ne les voyait pas. Et puis, on opérait des gens, les chirurgiens opéraient des gens avec des mains sales parce qu'ils ne voyaient pas les microbes. Et puis, on a découvert ça. Et puis, on a appris aux gens à se laver les mains quand ils sortent des toilettes. J'espère que votre maman vous a expliqué qu'il faut se laver les mains. Moi, en tout cas, la mienne ne l'a fait, mon père aussi. Et on va faire pareil avec les données personnelles. Mais ça prend du temps parce que là, on est en plein dans l'action du numérique qui bouffe nos vies. Mais je pense qu'on va arriver à apprendre une nouvelle hygiène numérique et les gens vont se rendre compte, même si c'est pas évident aujourd'hui, ils vont se rendre compte que c'est une bonne chose de ne pas céder gratuitement ces données personnelles. On peut dire que la démarche est noble et on l'a incité dans cette émission, prendre conscience de l'importance des données, mais il ne faut pas non plus tomber dans la théorie du complot jamais. Voilà, et parfois et souvent, ça nous rend d'énormes services au quotidien. Donc à chacun de prendre... de bien connaître la part des choses et de bien connaître la balance entre la valeur ajoutée que peut apporter des services aujourd'hui au quotidien. On a essayé d'être le plus précis sur cette question-là. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Fanny. Alors moi, je vais commencer. C'est un petit bouquin qui sort cette semaine parce que les femmes, elles ont besoin d'être encore mises en avant, même si je suis pas ultra féministe. Moi, je suis égalitariste, je le rappelle. Mais on a un bouquin qui parle des femmes comme elles. Entreprenez votre vie. C'est un bouquin de Géraldine Lemeur. Et, ça me dit quelque chose, effectivement. Je suis dedans, mais il y a plein d'autres nanas super. Il y a Fanny Péchieda, il y a plein de nanas qui ont pris le risque d'entreprendre et qui ont bossé dans des milieux avec des mecs, etc. Et on peut y arriver. Et c'est bien d'avoir des bouquins avec des rôles modèles pour expliquer aux jeunes filles qu'il ne faut pas rester dans l'ombre des hommes tout le temps. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y, ils ne sont pas méchants, en fait. C'est vrai ? Ouais. Bon, je vais l'offrir à ma fille. Je vous aime bien. Merci. Merci Fanny. Nous aussi, on t'aime beaucoup, tu le sais. Autre coup de cœur avec Didier. Mais je suis d'accord, Olivier, ça manque de filles un peu dans cette émission. Oui, mais tu voilà. Mais toi, par contre, dans tes vidéos, ça manque pas. Hein. Mais bon, passons. J'ai plein de filles. Tu sais que dans la rédaction de Life Forever, on est la moitié de filles. Ouais, écoute, tu me donneras ta méthode, on va essayer de l'appliquer. Ton coup de cœur, on est en retard, je disais. Alors, mon coup de cœur cette semaine, ça va être deux applications que tu connais bien, c'est Waze et Google Maps, qui sont passées en fait sur CarPlay. Je ne sais pas si tu utilisais CarPlay, mais moi, j'avais perdu l'habitude en fait de l'utiliser pour Maps parce que c'était Apple Maps, que voilà, des Carrefour, ils te les transformaient en rond-point et ils ne trouvaient pas forcément ta destination. Mais là, c'est un vrai plaisir de réutiliser ça, d'autant que, alors, ils n'ont pas toutes les fonctions parce qu'Apple les a bridées un petit peu. Par exemple, Waze, il ne te donne plus ta vitesse GPS. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, notamment si tu écoutes la radio, tu vois, il fait mieux la bascule entre le son de Waze et le son de la radio. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces deux applications qui sont adaptées très rapidement, parce qu'on rappelle donc que depuis iOS 12, Apple autorise donc d'autres fournisseurs de cartographie à être sur CarPlay. Merci Didier. Alex, de ton côté. Mon coup de cœur, c'est Solid. C'est par un des créateurs du WWW, donc World Wide Web, qui s'appelle Tim Berners-Lee. Et en fait, son but, c'est de complètement tuer l'écosystème de Google et de Facebook. C'est chacun a ses données et les applications de l'écosystème utilisent les données que tu veuilles bien donner. Donc en gros, les utilisateurs reprennent le contrôle de leurs données et ça répond aux problématiques et ça fera couler Google. Voilà un scénario assez intéressant. Merci Alex. Stéphane en plateau. C'est un événement qui est organisé par la société Ametix qui s'appelle le meilleur développeur de France. Donc on a Miss France, maintenant on a meilleur développeur, ça fait plusieurs années qu'il... C'est bien ça. Mais il ne sera pas en maillot une pièce. Non. Non. Il ne pas tout de suite en tout cas. C'est le 23 octobre prochain, donc il y aura un concours de code lors d'un hackathon, ce qui est donc le volet principal de ce concours, de ce meilleur développeur de France. Et donc avec à la clé pour le vainqueur 10 000 euros. Donc c'est plutôt une bonne, sympa, une bonne petite chose. Et voilà.
Merci Stéphane. Tristan, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as réservé comme coup de cœur? On va continuer dans les applications GPS, mais moi, il se trouve que je suis motard et j'ai découvert et acheté l'application Kalimoto qui fait des balades à moto en choisissant non pas les lignes droites, mais les endroits où il y a le plus de virages pour apprécier la beauté des paysages et le plaisir de rouler. C'est gratuit sur une région. Tu n'as pas besoin d'une application pour ça, tu viens en Corse. Ah oui, je peux venir en Corse, mais enfin bon, en l'occurrence, quand je vais en Normandie voir mes parents, c'est plus pratique. C'est vrai. Et c'est gratuit sur une région, et si tu achètes toutes les cartes, ça te coûte 69 €, ce qui est un peu cher, mais au moins il n'y a pas de publicité dedans, il n'y a pas de collecte de données, et ça c'est cool. Bien. Mon côté, moi, c'est toujours du matériel. J'aime beaucoup les coups de cœur matériel. C'est le dernier routeur de chez Netgear, c'est la dernière borne de chez Orbi. On vous a déjà présenté dans cette émission. La nouveauté, c'est qu'en fait, il y a une seule borne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était obligé d'acheter un pack complet. Dorénavant, vous pouvez vous contenter d'acheter une seule borne, parce que souvent, ça suffit en termes de portée pour améliorer la portée de votre box ADSL. On sait que le Wi-Fi, c'est pas leur fort. Avec ça, vous passez à la dernière génération de box du Wi-Fi, le 802.11.AC. Et surtout, le tarif est beaucoup plus agressif. C'est plutôt onéreux comme solution. Le module seul vaut 139 €. Après, en fonction de vos besoins, vous pouvez rajouter des petits modules. Et en plus, elle est plus compacte. Voilà, ça s'appelle Orbi RBK50, si je ne sais pas dit de bêtises. Et ça coûte 139 € TTC. Voilà, c'est la fin de ce 307e épisode de On fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous invite, pour être prévenu en temps réel, à cliquer sur le bouton pour vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore d'avoir participé à cette émission, messieurs, dames. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.